Ok. Alors bonjour à tous. On m'a demandé de commencer sans attendre. Alors avec Agnès Rivière des Mines ParisTech et donc moi-même Vincent Thieux de BMR Métis, nous allons vous présenter cette dernière session sur l'analyse spatio-temporelle du fonctionnement de l'hydrosystème Seine pour mieux appréhender sa résilience face aux extrêmes. Alors c'est une session qui ressemble finalement très fort à l'axe 2 de la phase 8 du Pyrène. Et les trois présentations qui ont été sélectionnées s'inscrivent finalement assez bien dans le contenu et l'organisation de cet axe, avec une première présentation qui s'attachera à analyser les impacts directs du changement climatique et des extrêmes hydroclimatiques. Donc une présentation par Agnès Rivière, William Thomas et leurs collaborateurs, qui s'attacheront à analyser et à reconstruire l'historique des observables sur la température de l'eau, et travail qui se prolongera aussi jusqu'à l'horizon 2100 en utilisant des méthodes de machine learning, voilà exactement, dont les résultats vous seront présentés. La seconde présentation, quant à elle, s'attachera à ce que l'on va qualifier d'impact indirect du changement climatique, c'est-à-dire cette fois-ci les effets induits d'une modification des flux d'eau ou de la température par le changement climatique sur les écosystèmes aquatiques et plus particulièrement la continuité des communautés piscicoles, la disponibilité des frayères et leur accessibilité depuis l'estuaire pour différentes espèces de poissons. Et c'est un travail qui vous sera présenté par Marilyn Mergue et ses collaborateurs. Enfin, nous aurons une troisième présentation qui ne relèvera pas de l'impact des extrêmes hydroclimatiques, mais qui néanmoins s'intéressera à un objet d'importance qui sont les barrages réservoirs. On en a relevé l'importance au cours de cette demi-journée dans un contexte de climat changeant. Le prisme d'entrée de cette présentation sera le fonctionnement biogéochimique et hydrologique complexe de ces ouvrages et notamment leur capacité à absorber et plus particulièrement émettre des gaz à effet de serre, et ça concernera les 3 réservoirs de Champagne. Donc voilà, une session de 3 présentations pour une petite heure et suivie de 30 minutes de discussion. Donc je ne suis pas plus long et je passe maintenant la parole à Agnès Rivière et William Thomas pour une présentation à 2 voix. Bien, bonjour, je m'appelle William Thomas et je travaille à la direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports. Et donc l'objectif de notre étude est de modéliser la température de la Seine à Paris à l'horizon 2100. Avant de commencer à modéliser, il faut déjà regarder le passé et essayer de comprendre les mécanismes qui sont en place. Donc il faut déjà collecter un certain nombre d'informations et je remercie tous les membres, les contributeurs qui ont pu me fournir des données à partir de 2018, données qui recoupent maintenant 350 000 enregistrements moyens quotidiens en 70 sites et sur une période allant de 1870 à 1939 et ensuite de 1980 à nos jours. Donc en fait nous allons regarder essentiellement Paris, mais je vais aussi vous présenter la station de la Marne, sur la Marne à Neuilly, et une station sur la Seine à Bougival. Bon, nous avons aussi besoin des températures d'air à Montsouris et Orly. Elles sont précisées sur la carte. Alors, en fait, le premier graphique, j'ai retenu 4 graphiques parce que j'ai quand même j'ai fait beaucoup de graphiques dans la session, mais en fait, j'ai retenu ce graphique-là qui va nous servir pour la modélisation. En fait, on s'aperçoit, si on trace en X la température de l'air au jour J et la température de l'eau au même jour,
sur une longue période. Là, il y a plus de 11 000 points qui s'étalent donc de 1990 à 2020, 31 années. Et on s'aperçoit qu'en fait, la température de l'air et de l'eau sont étroitement liées. Mais il y a quand même deux choses qu'il faut remarquer. C'est qu'il y a un plafond élevé et un plancher bas qui est bloqué à peu près à 3 degrés. Et la valeur élevée, elle est bloquée à peu près à 28 degrés. Bon, alors comment on explique ça? Pour le plancher bas, finalement, c'est quand il fait froid, l'agitation liée au débit et au flot de la Seine ou de la Marne, ici présent, fait qu'il y a un réchauffement des molécules, et ce qui fait qu'on n'arrive pas à geler le cours d'eau. Ça s'est vu par le passé, ça s'est vu. Mais avec des températures beaucoup plus basses et beaucoup plus exposées sur une plus longue période. Autre point, sur les températures élevées, eh bien là, on s'aperçoit qu'elles restent bloquées. Pourquoi? Probablement deux raisons à ça. Première raison, il est possible que l'évapotranspiration refroidisse un peu le cours d'eau et qu'en fait, on trouve un équilibre autour de 28 degrés. Et puis, autre point qu'on va voir dans l'autre diaporama, eh bien, c'est la durée de l'exposition. Si, et on va voir ça ici, en fait, ce graphique, il représente quoi? En fait, c'est en X, vous avez la température de l'air sur 3 jours consécutifs et la température de l'eau en Y sur 3 jours consécutifs. Ça, ce sont les valeurs maximales qu'on a observées chaque année. Et en fait, les deux, eh bien, il faut reconnaître une chose, et la taille de la bulle, j'oubliais, la taille de la bulle correspond à la durée de la période estivale, donc température au-delà de 35 degrés. Ça, c'est une information qu'on a directement dans Météo France. Eh bien, on s'aperçoit d'une chose, c'est qu'en 2003, on a eu des valeurs très chaudes, mais aussi sur une longue durée. Donc, c'est pour ça que la bulle est grosse. Alors qu'en 2019, donc en 2003, on a eu des valeurs proches de 28 degrés, alors qu'en 2019, on a eu des valeurs encore plus chaudes, mais sur une plus courte durée. Ce qui fait qu'on a eu des valeurs plus faibles en température maximale d'eau. Donc ça, c'est intéressant. Alors maintenant, j'ai voulu faire, ça c'est intéressant, ça va nous être utile pour la modélisation. Autre point, là j'ai eu un regard sur les anciennes données, et là j'ai fait un graphique qui a déjà été présenté au Pyrène d'ailleurs, qui qui représente trois valeurs: température de l'air à Montsouris en vert, température de la Marne en bleu et température de la Seine en rouge. Et ceci depuis 1870 à 2020. Bon, on s'aperçoit qu'il y a quand même une certaine... Les valeurs sont relativement parallèles. Bon. Et finalement, on s'aperçoit qu'on a une augmentation durant cette période de 1,7 degré en moyenne, ce qui n'est pas complètement négligeable. Alors, autre point, ce sont les valeurs maximales et minimales. Les valeurs minimales sont à gauche du graphique, et en fait, j'ai retenu les valeurs inférieures à 5 degrés. Donc là, vous avez le nombre de jours indiqués. En 1895, par exemple, on avait près de 90 jours de froid, avec des 30-35 jours de très froid inférieur à 1 degré. Là, maintenant, dans les années actuelles, on n'a presque plus ces valeurs-là, c'est divisé presque par 2. Et en fait, on s'aperçoit aussi qu'on a très peu de données très froides. Vous remarquerez qu'en 2003, on a eu des valeurs très chaudes, mais on a eu des valeurs très froides aussi. Bon, passons au graphique de droite, et on s'aperçoit que là, c'est l'inverse. Autrefois, on avait des données, des jours chauds en faible nombre, autour de 25, en 1934 par exemple, là. Alors que cette année, on est autour de 45 jours, notamment en 2003, avec des valeurs
nettement supérieur à 27 degrés. Donc, c'est quand même un point important qu'il faut souligner dès maintenant. On met en évidence le réchauffement climatique depuis le siècle dernier. Voilà pour le passé. Je vais laisser la parole à Agnès qui va vous parler de l'avenir. Alors, donc, on a utilisé une méthodologie pour essayer de comprendre donc, les différents facteurs qu'on va appeler des facteurs de contrôle, qu'on peut aussi appeler... Ah, excusez-moi. On a essayé donc, de tester donc, les différentes hypothèses que vous a énoncées William, c'est-à-dire la durée du nombre de jours chauds ou froids au cours de l'année sur la température de la Seine, et également les autres variables. Donc, vous avez par exemple les variables de la pluie, les variables d'ensoleillement, les variables sur la rivière, débit de rivière, hauteur d'eau de rivière, et la température de l'air, donc minimum, maximum, et moyenne journalière. Donc on a utilisé du machine learning, qui est une méthodologie qui permet, à partir de données, d'entraîner des modèles, qui va apprendre donc, différentes lois, et qui va nous permettre de modéliser la température de l'eau de la Seine. Donc on a 5 étapes. Donc, il y a une étape qui est vraiment de l'analyse de données, où on a décomposé les données donc, avec différents traitements du signal, qui peut être de la transformée de Fourier jusqu'aux ondelettes. On a aussi travaillé donc, avec des moyennes et glissantes, et on a testé toutes ces variables dans différents algorithmes de machine learning. Donc, on en a testé plusieurs, donc je ne vais pas tout vous détailler. Une fois qu'on a réussi donc, à trouver le meilleur algorithme qui marchait pour nos données, on a entraîné le modèle donc, sur la période de 2003 à 2013 donc, de l'eau de la Seine à Paris. Et ensuite, on a validé le modèle sur 2014 à 2020. Donc, on arrive à avoir une moyenne d'erreur à 0,4 degrés, avec un maximum d'erreur de 2 degrés qui arrive en 2019, en mars. On a essayé de trouver pourquoi, on n'a pas trouvé quelle variable pouvait nous faire améliorer le modèle en 2019. Mais pour toutes les autres années, on est vraiment très très précis. Une fois qu'on a validé notre modèle, on a fait donc des projections climatiques en utilisant les données donc, de la base de données DRIAS qui vient de l'Eurocordex. Et donc on a en tout 28 simulations de données de température de l'air. Donc on a les moyennes, les maximums et les minimums, qui sont les facteurs les plus importants pour la température de l'eau de la Seine. On a voulu, avant de faire toutes ces projections, regarder un peu avec les données de référence, c'est-à-dire les données historiques, comment comparer ces modèles climatiques, ces projections, avec les données qu'on observe donc, à Orly et aussi avec les données Safran. Donc vous avez Safran et Orly sont vraiment très superposés, donc ils sont en gris. Et après, vous avez tous les modèles. Donc si on regarde les modèles, elles nous donnent tous quasiment la même moyenne. Mais après, on va voir que le nombre de températures à 9 degrés à peu près ou à 15 degrés ne sont pas les mêmes en fonction des projections climatiques qui sont réalisées dans le GIEC. Et donc, ce qui a pour incidence, si vous regardez après les projections climatiques, donc là, on va vous présenter pour 3 RCP, donc c'est les émissions de CO2, on vous en a parlé tout à l'heure. On a le RCP très optimiste, le 2.6, c'est si on arrêtait d'émettre du CO2. Le 4.5, c'est si on reste à augmenter le CO2 comme on est actuellement. Et lui, 8.5, c'est que l'augmentation continue, c'est-à-dire qu'on ne diminue pas du tout nos émissions de CO2 et même on les augmente. Donc ça vous donne donc les courbes vertes, bleues et rouges. Et vous voyez qu'en fonction des projections climatiques, donc les modèles qui ont été utilisés, on peut avoir, des incertitudes qui sont assez importantes puisqu'on peut avoir des variations entre différents modèles jusqu'à 5 à 10 degrés en été par exemple. Donc ensuite, on a utilisé donc, notre méthodologie de machine learning. Et donc on a, sur ces graphiques, donc, vous avez donc, sur chaque graphique les émissivités en CO2. Donc le 2.6, je vous rappelle, c'est l'optimiste. Le 8.5, c'est vraiment le pessimiste. Et le 4.5, c'est si on continue comme maintenant. Donc avec toutes les simulations, l'erreur que vous voyez, c'est parce qu'on a mis tous les scénarios dans la même courbe. Donc on a les scénarios plus optimistes et plus pessimistes à chaque fois. Et la moyenne pour chaque de tous les scénarios. Et donc on voit pour le 2.6, si on est vraiment donc, très optimiste, la température de la Seine resterait à peu près comme actuellement. Si par contre on est en 4.5, c'est-à-dire qu'on continue comme ce qui se passe actuellement, on va augmenter d'1 degré en moyenne. Mais en fonction donc, des projections climatiques, ça peut être un peu plus. Ensuite, pour le 8.5, on va augmenter la moyenne donc, des températures sur 5 ans jusqu'à 2,7 degrés. Et donc vous avez sur le 4e graphique la représentation de chaque moyenne des températures sur 5 ans.
Donc vous voyez qu'avec les différentes projections du GIEC, on est capable donc, de modéliser les températures et de voir qu'on va avoir des incidences très importantes. Maintenant, on va regarder un peu plus précisément déjà les relations entre l'air et l'eau que vous a présenté William tout à l'heure. Donc là, vous avez tous les scénarios qu'on a simulés. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'on a surtout des différences entre la relation entre l'air et la température de l'eau. C'est pendant les extrêmes des vagues de chaleur. Parce qu'en fait, votre eau va rester chaude plus longtemps, puisqu'on aura plus de nombre de jours chauds. Et donc, ce qu'on va appeler, c'est la capacité calorifique de l'eau, va faire qu'elle va emmagasiner de l'énergie et qu'elle n'aura pas assez de différentiel avec l'air pour pouvoir perdre de l'énergie. Ce qui fait que l'eau va rester chaude plus longtemps et elle va monter plus vite en degrés. C'est pour ça que vous voyez que les courbes, la noire c'est actuel et la courbe rouge c'est le scénario le plus pessimiste. Si maintenant on regarde en régime thermique, donc là vous avez les mois en abscisse et vous avez la température, donc la moyenne des températures pour chaque mois. Et donc on voit les régimes thermiques depuis 1870 jusqu'à 2100. Donc en jaune, c'est un peu bougé, mais en jaune, du coup, vous voyez donc vraiment les données historiques. On avait des hivers, comme nous a montré William, qui étaient très froids, et des étés qui étaient aux alentours de 20 degrés en moyenne. Actuellement, on est plus chaud, donc c'est la courbe violette, et en été, on est un petit peu plus chaud, mais si vous voyez que si on va jusqu'en 2100, on va avoir donc différentes... donc déjà, la température des hivers va augmenter de 4 degrés à peu près pour le RCP 4.5 et de 6 degrés pour le RCP 8.5. Mais on va aussi avoir les périodes estivales où la température est supérieure à 20 degrés qui va augmenter et une température maximum donc dans les mois de juillet et août qui va monter aussi de 6 degrés pour le RCP 4.5 et de 8 degrés pour le RCP 8.5. Si maintenant on regarde vraiment quel impact cela aura sur les extrêmes, donc là vous avez, tout a un peu bougé, désolé, vous avez donc le RCP 4.5 et le RCP 8.5 cumulés en décennies, donc à chaque fois c'est le nombre de jours chauds pour 10 ans. Donc en jaune, vous avez entre 24 et 25.5, en orange de 25.5 à 27 et en rouge supérieur à 27 degrés. Et donc on peut voir donc, en fonction des décennies qu'on aura plus ou moins de jours chauds et ça va augmenter jusqu'à 2100. Il faut savoir qu'il y a différents arrêtés préfectoraux qui vont contraindre donc, les personnes qui vont utiliser l'eau. Par exemple, pour pouvoir faire des rejets dans la Seine, il faut que la température de la Seine soit inférieure à 23 degrés. Il faut que ça implique aussi une hausse maximale de 3 degrés. Et donc la température de l'eau doit être inférieure à 25 degrés pour que les eaux destinées à la consommation humaine soient utilisables. Donc pendant toutes ces périodes où l'eau va être supérieure à 28 degrés, on va avoir donc besoin de faire des dérogations et trouver des nouvelles lois de gestion, de mélange des eaux entre les eaux de surface et souterraines pour pouvoir utiliser l'eau pour l'eau potable. Et sur ce dernier graphique, donc là ce que je vous ai présenté, c'est pareil pour chaque décennie. J'ai pris que les années les plus chaudes, donc 2 par décennie, et vous voyez le nombre de jours qui sera supérieur à 24,5 degrés. Donc il y a des périodes où on atteint jusqu'à 110 jours par an où la température sera supérieure à 24,5 degrés. Et donc là c'est vraiment, donc vous avez comme ce que vous a présenté William, donc la température moyenne sur 3 jours en Y, en X la température de l'air. Et en fonction de la durée donc de la température chaude de l'air, c'est ce qui va vous impliquer par exemple qu'en 2086, on va avoir 110 jours de chaud, mais avec une température de l'eau qui va être pas très élevée, on est à 27,5, alors que si on va en 2052, là la période donc, de jours chauds à 24,5 va être plus faible, mais par contre la température sera plus haute. Donc on ne pourra même pas appliquer les mêmes lois de gestion entre ces différentes années, puisqu'on n'aura pas du tout les mêmes comportements thermiques de la Seine. Donc nos résultats sont assez prometteurs, on obtient des bons critères donc, statistiques sur nos modèles. Donc, parmi tous les tests qu'on a fait, on a vu que les modèles non linéaires sont les plus adaptés, et que tous les résultats donc, des différentes projections climatiques, quelles qu'elles soient, ça converge sur la même conclusion. Déjà, un réchauffement certain de la température de la Seine, une augmentation des vagues de chaleur et donc du nombre de jours où la température de l'eau de la Seine sera supérieure à 24,5 et un besoin d'adapter les lois de gestion et aussi des process industriels puisque certains industriels ont besoin que l'eau arrive à une certaine température pour leur process. Je ne vais plus avoir d'air.
On a encore donc des améliorations à faire. On pourrait faire des tests de sensibilité pour diminuer la période d'apprentissage, pour traiter des jeux de données qui ont des plus courtes périodes disponibles et augmenter la période de validation. On est en train actuellement d'appliquer sur d'autres stations de la Seine pour voir si elles se comportent exactement de la même façon. Et la dernière application qu'on pourrait faire, c'est une reconversion de nos algorithmes pour pouvoir combler les jeux de données, donc les données qui sont manquantes. Et voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Agnès. On peut prendre une question urgente. Ah ben, ça a fusé. Très bien. Et dans le même temps, je demanderai à Marilyn Merg d'INRAE de descendre vers l'estrade. Merci. Oui, c'est plus une question par rapport à la formulation, parce que moi je me rappelle de Julien Boé quand il avait accompagné l'élaboration de la stratégie d'adaptation du bassin au changement climatique. Il nous avait conseillé de ne pas utiliser les termes scénario pessimiste, optimiste. Alors j'essayais de trouver en vitesse ce qu'il nous disait, mais je n'ai pas réussi entre-temps. Voilà, il trouvait que ce n'était pas approprié. Et par ailleurs, vous dites que le 8.5 alors, est dans le registre pessimiste pour vous, et que le 4.5, c'est le scénario tendanciel. C'est le tendanciel sur le papier ou c'est le tendanciel dans la réalité? Parce que moi, j'étais restée sur le fait que le 8.5 était plutôt le tendanciel dans la réalité, et le 4.5, c'était ce qu'on aimerait bien que ça... d'après les accords de Paris, et si on appliquait bien les choses, peut-être qu'on arriverait au 4.5. Donc voilà, c'est juste... En fait, ouais, vous avez donné la réponse. En fait, le 4.5, c'est si on n'augmente pas du tout les émissions donc en CO2, ça veut dire que les activités industrielles restent telles qu'elles sont, elles ne bougent pas. Et si la 8.5, c'est si on augmente, donc on continue l'augmentation des émissions de CO2 comme on le fait actuellement. Et la 2.6, c'est si on réduisait complètement. C'est pour ça qu'on a utilisé le mot pessimiste, optimiste, c'était pas le langage approprié, mais c'était juste pour, en gros, il fait plus chaud en 8.5 qu'en 2.6. C'est vraiment la différence qu'il y a entre les scénarios. C'est d'ailleurs pour ça que le GIEC a produit un scénario à 6 maintenant, intermédiaire entre le 4.5 et le 8.5. Et nous, on l'a fait avec les données qu'on a pu récupérer. Hein. On n'a pas inventé toutes ces données DRIAS. Oui, c'est toutes les données disponibles sur l'Eurocordex qu'on a utilisé. On a utilisé toutes les données qui viennent de l'Eurocordex, en fait. Donc, une partie des données qui sont sur la base de DRIAS. Merci pour ces précisions. Et puis, sauf s'il y a une autre réaction à chaud sur la thermie. Ouh, de la bonne blague. On en a une. Parce que sinon, on a encore un espace d'échange à la fin de la session, je vous rappelle, si c'est pour des questions plus générales. Oui, c'est juste un témoignage sur les mesures. On fait les mesures de température sur les eaux usées. Et de 2017 et 2018 ont été les deux premières années où on a constaté 2018 et 2019, deux premières années où on a constaté un dépassement des températures par rapport à un différentiel, c'est-à-dire on rejetait à 26 pour 25 dans la Marne. Dans la Marne. Oui, actuellement, on est à peu près dans les 5 plus chaudes années, en tout cas en mesure. Du coup, sur la Seine, ça s'est un peu moins répercuté cette année parce qu'on a eu un été un peu froid. Mais oui, en effet. Oui, cette année, c'est vraiment spécial parce qu'en fait, on a au contraire eu un refroidissement. En juillet et août, on a eu des valeurs très faibles. On a même battu des records depuis 30 ans, en août, une semaine. Et comme en février, on a eu des valeurs chaudes en début et début mars. Et on a eu une période très froide où on a battu aussi des records de froid par rapport aux données acquises depuis 30 ans. Mais jusqu'à 2019, par contre, vous avez vraiment raison, c'est les années les plus chaudes qu'on a enregistrées. Oui. On va enchaîner. Merci d'avoir pris le temps de répondre à ces questions. Je vais fermer l'autre, ça sera peut-être plus...
Bonjour à tous, je me présente, Marilyn Mergue, je travaille à INRAE d'Antony en tant qu'ingénieure de recherche et je vais vous présenter une étude qui concerne la prise en compte des extrêmes hydroclimatiques dans l'analyse de la continuité écologique en s'appuyant sur le cas des poissons grands migrateurs sur la Seine. Alors c'est une étude qui s'inscrit dans le cadre du projet Consacre et qui a pour partenaire l'École des Mines, l'Office français de la biodiversité, l'UMR Métis et le GIPSEN Aval, partenaires que je remercie pour leur contribution dans la production et dans le partage des données. Alors ma première slide est peu optimiste, jeu de l'année, une biodiversité en péril, les cours d'eau en première ligne, mais voilà, le constat est que les cours d'eau, qu'ils soient fleuves, estuaires ou rivières, sont des milieux fortement contraints, organisés en réseau hydrographique au sein de bassins versants, ce qui les rend particulièrement vulnérables aux activités humaines, du fait qu'ils sont souvent le réceptacle de nombreuses pressions, à la fois locales mais aussi lointaines, qui s'accumulent. Parmi ces pressions, on peut citer les changements d'occupation du sol qui ont modifié les habitats aquatiques, les pollutions, la surexploitation des ressources, mais aussi la propagation de pathogènes, d'espèces envahissantes et parfois pathogènes, et bien sûr le changement climatique qui, en modifiant les régimes hydrologiques et thermiques, constitue un facteur de déséquilibre supplémentaire pour ces écosystèmes. Donc ces pressions ont fragmenté les habitats aquatiques et conduit à une perte de continuité écologique au sein de ces écosystèmes. Et selon le dernier rapport de l'UICN, ce sont une espèce de poissons d'eau douce sur 5 qui sont aujourd'hui menacées d'extinction en France. Et parmi ces espèces, plusieurs sont des poissons grands migrateurs. Alors les poissons grands migrateurs ont connu un déclin particulièrement marqué au cours du siècle dernier. C'est ce que nous avons mis en évidence dans une publication en 2020. Alors pourquoi ? Eh bien parce que les poissons grands migrateurs ont un cycle de vie particulier qui leur impose de réaliser des migrations, des déplacements de parfois plusieurs milliers de kilomètres entre le milieu marin et les cours d'eau, ce qui les rend particulièrement sensibles à la perte de continuité dans les écosystèmes aquatiques. Et donc, parmi ces espèces, on peut citer l'esturgeon européen et la grande alose, qui sont deux espèces qui sont classées en danger critique d'extinction. Et elles ont perdu, ces espèces, respectivement 96 et 69% du linéaire qu'elles colonisaient autrefois, historiquement, au XVIIIe siècle, ce qui n'est donc pas négligeable. Donc, si l'on veut préserver cette biodiversité aquatique, il est primordial d'assurer la continuité écologique, c'est-à-dire d'assurer la libre circulation des poissons et la possibilité d'accéder aux habitats indispensables de repos, d'alimentation et de reproduction. Je vous ai mis ici un exemple de restauration de la continuité écologique sur l'Eure avant et après l'effacement de l'ouvrage de Marteau. Alors si on fait maintenant un zoom sur le bassin de la Seine, historiquement, on comptait 11 espèces de grands migrateurs. J'ai repris ici une illustration de Jérôme Béliard qui vous avait été présentée au colloque Pyrène 2019 et qui montre que dans les années 70, plusieurs espèces de grands migrateurs avaient complètement disparu du bassin de la Seine. En cause, eh bien, une dégradation de la qualité physico-chimique, notamment dans l'estuaire, avec des concentrations en oxygène qui étaient bien en dessous du seuil de tolérance de certaines espèces et qui constituaient vraiment une barrière chimique à la migration, ce qui venait se rajouter encore à la pression des obstacles physiques déjà présents sur la Seine. Heureusement, depuis les années 2000, on constate un retour progressif de certaines espèces grâce aux efforts menés pour améliorer la qualité de l'eau et le franchissement des ouvrages. Mais voilà, cette continuité écologique reste encore aujourd'hui fragile dans un contexte de changement climatique. Alors, notre étude a pour objectif de modéliser la continuité écologique. Pourquoi ? Eh bien pour évaluer la capacité d'une espèce de poisson à atteindre un habitat cible, en l'occurrence ici une frayère, un habitat de reproduction. Et dans cette présentation, nous allons prendre l'exemple d'un saumon atlantique adulte
qui va venir se reproduire, donc qui a grandi en mer et qui va venir se reproduire dans nos rivières en remontant l'estuaire, le fleuve, puis les affluents pour rejoindre sa frayère. Et donc, la première étape de notre étude a été d'identifier tous les éléments du paysage qui pouvaient contraindre la migration de notre saumon atlantique. Pour exemple, l'absence d'abri ou encore la présence de linéaires pollués, d'ouvrages bloquants ou encore de conditions hydrologiques ou de températures contraignantes et bien sûr l'absence d'habitat cible. Et donc, dans notre modèle de continuité écologique, nous souhaitons intégrer tous ces éléments du paysage. Donc, techniquement, comment nous avons construit ce modèle de continuité écologique ? Eh bien, après avoir identifié tous les éléments du paysage, nous avons compilé un grand nombre de données issues de diverses sources. Par exemple, nous avons utilisé des données d'ouvrages issues du ROE, développé par l'OFB, ou encore des vitesses de courant issues du modèle Mars 3D pour l'estuaire et du modèle PROSE en 2D pour la Seine. Je vous ai mis ici un petit exemple de sortie de vitesse de courant 2D du modèle PROSE PA entre Pose et Notre-Dame-la-Garenne. Nous avons aussi extrait des variables d'oxygène, température et de nitrite, notamment du modèle Peanuts River Strahler sur les affluents, sur la Seine du modèle PROSPEA en 1D et pour les températures du modèle Mars 3D sur l'estuaire. L'objectif ensuite, l'étape suivante a été d'attribuer des résistances à chacun de ces éléments du paysage en se basant sur les caractéristiques des espèces, par exemple leur seuil de tolérance à certaines pollutions ou encore leur capacité de nage, de franchissement d'ouvrage. Et ensuite, ce que nous avons fait, c'est que nous avons intégré toutes ces données dans un FIG pour générer des cartes de coûts cumulés de la migration. En parallèle, nous avons identifié les frayères potentielles sur des affluents d'intérêt. Ici, je vous ai mis l'exemple de l'Andelle. Et donc, ces frayères potentielles constituent nos habitats cibles dans notre modèle de continuité écologique. Donc, pourquoi nous avons fait tout ça ? Eh bien, dans un premier temps, pour quantifier le coût de la migration. Ensuite, pour identifier les secteurs critiques, donc qui ont un coût de migration élevé. Et enfin, notre modèle devrait pouvoir servir à tester des scénarios d'amélioration ou de détérioration de cette continuité écologique dans un contexte de changement climatique. Alors, je vais vous présenter quelques résultats préliminaires sur l'estuaire, la Seine et un affluent de la Seine, la Mauldre, pour 3 variables, la température, l'oxygène et les ouvrages transversaux, pour 2 espèces de grands migrateurs, la grande alose et le saumon atlantique. Alors sur l'estuaire, nous avons cherché à mettre en évidence les effets des températures sur la continuité écologique. Donc pour cela, nous avons d'abord extrait des données de température du modèle Mars 3D. Nous avons calculé des moyennes de température par période de migration et pour 3 cas de débit, des débits bas, des débits moyens et des débits hauts. Et donc ici, je vous ai représenté une carte qui montre le pourcentage du temps où la température de l'eau dépasse les 17 degrés, qui est le seuil de tolérance que nous avons choisi pour le saumon atlantique. Et donc, qu'est-ce que nous voyons ? Eh bien, que toute la carte est quasiment rouge, donc ce qui correspond à 50% du temps, enfin dans 50% du temps, voire plus, nous sommes au-dessus de ce seuil de 17 degrés pour la période de migration de mai à juillet dans le cas de débit bas. Donc, cela peut altérer la continuité écologique donc, dans l'estuaire pour le saumon, ces conditions. Ce que nous avons aussi remarqué, eh bien, c'est que ces dépassements de seuil de température eh bien, étaient d'autant plus élevés que nous étions dans le cas de débit bas que de débit haut. Et donc cela pourrait expliquer aussi pourquoi depuis quelques années, ici 2008 si on ne voit pas bien, depuis quelques années nous observons une chute des observations de saumon atlantique au niveau du barrage de Pose notamment.
Si nous regardons maintenant l'exemple de la Grande Alose, eh bien, on passe du rouge au vert. Donc pour sa période de migration d'avril à mai, pour ici un seuil de tolérance de 19 degrés. Donc nous pouvons en conclure que la température ne constitue pas actuellement un facteur contraignant dans l'estuaire pour cette espèce, et on pourrait même se demander si les conditions actuelles de température ne lui seraient pas plus favorables, dans la mesure où nous constatons ici à l'inverse eh bien, une augmentation des observations des individus de Grande Alose au niveau du barrage de Pose depuis quelques années. On passe maintenant à la Seine. Nous avons regardé les effets de l'oxygène sur la continuité écologique. Pour cela, nous avons extrait des données d'oxygène du modèle PROSPEA. Et pareil, nous avons calculé des moyennes d'oxygène par période de migration pour 3 cas de débit qui correspondent aux 3 années qui ont pu être extraits, 2007, 2008 et 2011. Je vous ai représenté ici une carte qui vous montre le pourcentage du temps sous le seuil de 6 mg d'oxygène par litre, donc qui constitue le seuil de tolérance, notamment des salmonidés migrateurs. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien que ponctuellement, les valeurs d'oxygène sont sous ce seuil, et notamment en amont des grands ouvrages de navigation, Pose, Notre-Dame et Méricourt. Donc, on peut penser que ces conditions qui peuvent devenir défavorables s'ajoutent aussi à l'impact déjà présent des ouvrages qui sont parfois difficilement franchissables pour ces espèces. Donc, de même que pour les températures dans l'estuaire, on a fait le constat que cette diminution d'oxygène était d'autant plus marquée dans les périodes de bas débit qu'en périodes de haut débit. Si on regarde maintenant pour la Lose, la situation a l'air meilleure dans la mesure où les valeurs d'oxygène sont bonnes dans plus de 95% du temps sur la période de migration, et que les dépassements étaient uniquement, rarement, mais uniquement l'année 2011. Donc on peut en conclure qu'actuellement, l'oxygène n'est pas un facteur limitant contraignant pour la migration de la Lose dans la Seine. Je vous propose maintenant de faire un zoom sur un affluent de la Seine, qui est la Mauldre. Donc, sur la Mauldre, nous avons cherché à voir l'effet des ouvrages transversaux sur la continuité écologique. Et donc, nous avons d'abord réalisé un inventaire de terrain en mars 2021 pour identifier toutes les frayères potentielles sur la Mauldre. Et nous avons pu en conclure que 22% du cours d'eau était potentiellement disponible pour la reproduction des salmonidés grands migrateurs. Cependant, nous avons aussi constaté qu'il y avait un grand nombre d'ouvrages transversaux qui pouvaient parfois être infranchissables, comme on le voit sur cette carte avec les points en rouge. Je vous ai mis aussi une photo ici d'un déversoir de moulin qui est infranchissable pour notre saumon atlantique. Donc, en conclusion, nous avons pu voir que finalement, il y avait 7 portions de frayères qui étaient accessibles jusqu'à ce déversoir, puis ensuite que les frayères devenaient difficilement accessibles, puis totalement non accessibles pour 14% d'entre elles. On peut aussi se poser une question, ce serait comment pourrait évoluer en fait cette franchissabilité dans un contexte d'étiage ou de crue plus sévère. Parce que dans ce cas-là de débit, cet ouvrage est infranchissable, mais par contre, en période de haut débit, on pourrait se demander si cet ouvrage ne serait pas transparent et donc franchissable pour l'espèce. Et inversement, un ouvrage qui est habituellement franchissable dans un contexte d'étiage plus sévère peut devenir infranchissable. Donc c'est des questions aussi qu'on se pose. En plus de notre étude sur les ouvrages transversaux, nous avons aussi regardé la qualité physico-chimique sur la Mauldre, et nous avons vu qu'il y avait des concentrations en nitrite parfois élevées déjà en aval de la Mauldre au niveau des pônes, ce qui pourrait constituer déjà une barrière chimique si le poisson remonte le cours d'eau. Et donc, nous souhaiterions prochainement intégrer des données physico-chimiques issues du modèle Peanuts River Strahler dans notre modèle de continuité écologique.
je conclus ma présentation. Donc, nous avons construit un modèle afin d'évaluer la continuité écologique pour des parcours migratoires de plusieurs espèces de poissons grands migrateurs, de l'estuaire jusqu'aux frayères. Pour cela, nous avons utilisé un grand nombre de données issues de diverses sources et modèles, tels que le modèle Prospea, le modèle Peanuts River Strahler et Mars 3D dans l'estuaire. Nos résultats ont mis en évidence un contraste déjà entre les périodes de migration à bas, moyen et haut débit sur la continuité écologique, notamment pour la température et pour l'oxygène. En ce moment, nous intégrons des données aussi de nitrite et de température de l'eau en Indé, dans la Seine, issues du modèle Prospea. Nous intégrons aussi des données de qualité physico-chimique, comme je vous l'ai dit, dans les affluents, avec des données de Peanuts River Strahler. Et prochainement, nous souhaiterions décliner donc, des scénarios de changement climatique dans notre modèle de continuité écologique grâce aux données qui seront resimulées par le modèle PROS-PA. Je vous remercie de votre attention. Est-ce qu'il y a une question ? Est-ce que... Chin-Chen, est-ce que tu peux descendre pour ta présentation ? Bonjour, merci beaucoup, Johnny Gasperi. C'est une question un petit peu annexe par rapport à la localisation des frayères, parce qu'on travaille sur les macrodéchets avec le DESU, et on se rend compte que ce type de zones, comme les frayères, peuvent être des zones d'accumulation de déchets. Je serais très intéressé de savoir par quelle méthode vous avez mis en place l'identification de ces frayères, si c'est juste de la reconnaissance terrain ou du croisement de données entre les codes d'eau, la végétation. Voilà. Alors, on s'est basé sur des données très simples, des éléments de la bibliographie très simples, qui sont notamment le type de substrat et le type de faciès, pour faire l'inventaire de ces frayères, sachant que sur la Mauldre, on a des températures qui sont normalement en adéquation avec les températures que cherchent les salmonidés grands migrateurs, donc des températures assez fraîches, de moins de 20 degrés. Donc effectivement, on s'est basé sur les hauteurs d'eau, les substrats et les faciès pour identifier ces frayères potentielles. D'accord, merci. Deuxième réaction, et puis vous pouvez faire le passage en attendant. Bonjour, Jean-Marc Bouchy, syndicat de l'Orge. Dans votre modèle sur la continuité écologique, donc sur les obstacles à la circulation des migrateurs, est-ce que vous allez, je n'ai pas l'impression que vous avez déjà fait des hypothèses de rythme de destruction ou d'affaissement de ces seuils. Est-ce que vous allez l'intégrer à votre modèle, des hypothèses de réduction de ces obstacles ? Oui, tout à fait. Nous avons envisagé plusieurs scénarios, notamment sur la Mauldre, d'effacement, d'abaissement d'ouvrages, afin de tester en fait quels seraient les scénarios les plus pertinents pour améliorer cette continuité écologique. On va passer à la présentation suivante de Chin-Chen. Bonjour à tous, je m'appelle Xingchen Yan, je suis doctorant en troisième année à Métis et mes 4 ans sont José Garnier Vincent Thieu. Je suis très heureux d'être ici pour présenter notre travail dans le programme PIANSEN. Alors c'est la première fois que je fais une présentation en français. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter une partie de nos travaux sur les GES, les gaz à effet de serre dans les réservoirs de Champagne.
Comme vous le savez, le nombre de réservoirs mondiaux a augmenté progressivement depuis les années 1950 en raison de besoins humains croissants en eau et en énergie. Les réservoirs servent aujourd'hui au contrôle des inondations et au soutien des TH, à l'approvisionnement en eau et y compris pour l'irrigation et à la production hydroélectrique, etc. Bien que considéré comme une source d'énergie verte, beaucoup d'études s'intéressent aujourd'hui aux les émissions des GES par les réservoirs, notamment de méthane, CH4, dioxyde de carbone, CO2, et protoxyde d'azote, N2O. Les réservoirs sont des systèmes naturels très riches du fait des stocks de biomasse terrestre inondés lors de leur construction et également par les apports de nutriments et matières organiques apportés par leurs bassins versants. En outre, les réservoirs augmentent les temps de séjour, ce qui favorisera multiples processus biologiques dans les réservoirs, notamment le développement du phytoplancton, la dénitrification, la nitrification et la méthanegenèse, etc. Au final, les réservoirs apparaissent globalement comme une source nette de GES. Cependant, cette même étude met en évidence la variabilité spatiale et temporelle des émissions de GES dans le monde et s'accorde sur la nécessité de plus de mesures sur le terrain de GES dans le réservoir afin de mieux caractériser les émissions des réservoirs localement. Donc, dans cette étude, nous avons analysé des concentrations de GES dans les 3 réservoirs de Champagne du bassin de la Seine. Alors, les 3 réservoirs, la Marne, l'Aube et la Seine, sont situés en amont du bassin de la Seine et leurs bassins versants sont majoritairement couverts par des terres agricoles et forestières. Ces 3 réservoirs ont pour particularité d'être constitués en déviation de leurs rivières et reliés par des canaux artificiels d'amener et de restitution. Les 3 réservoirs ont été constitués principalement pour le contrôle des inondations et soutien de débit des TH en aval. La gestion hydrologique des 3 réservoirs est assez similaire, donc avec 2 périodes distinctes. La période de vidange de décembre à juin de l'année suivante et la période de vidange de juillet à novembre. Ici, nous avons montré les caractéristiques hydrologiques typiques du réservoir, y compris le volume du réservoir et le débit d'eau entrant et sortant du réservoir de la Marne pendant 2019 et 2020. Alors, les campagnes de terrain ont commencé à partir d'avril 2019. Nous avons mesuré les paramètres physico-chimiques standards, les nutriments dans l'eau, CH4 et N2O. Nous avons également mesuré la pression partielle en CO2 dans l'eau à l'aide d'un détecteur de CO2 portable. Donc, au total, 19 campagnes ont été menées entre avril 2019 et novembre 2020, couvrant quasiment 2 cycles de vidange et remplissage des réservoirs. Ici, nous présentons les tendances saisonnières des concentrations de GES dans les réservoirs. Nous avons mentionné que 4 lacs, le lac d'Orient dans le réservoir de la Seine, le lac du Der dans le réservoir de la Marne et les lacs Amos et du Temple dans le réservoir de l'Aube.
ici, nous avons constaté que des concentrations plus élevées de CH4 dans les réservoirs sont généralement observées en été et en automne, alors qu'elles sont plus faibles en hiver et au printemps. Par rapport aux concentrations d'équilibre de CH4 avec l'atmosphère, les 3 réservoirs sont systématiquement sursaturés et constituent donc une source d'efflux de CH4 de l'eau de surface vers l'atmosphère. Alors les concentrations de N2O ne montrent pas la même variation saisonnière dans les 3 réservoirs. En termes de saturation en N2O, les concentrations de N2O sont à équilibre ou sursaturées, sauf en été et en automne dans le lac d'Orient et dans les réservoirs de la Seine. En ce qui concerne le CO2, des concentrations élevées ont été trouvées en hiver et au printemps, alors qu'elles sont plus faibles en été et en automne. Les 3 réservoirs sont sursaturés en CO2 en hiver et au printemps, alors qu'ils sont à l'équilibre voire sursaturés en été et en automne. Afin de déterminer l'impact des processus biogéochimiques sur la dynamique de GES dans les réservoirs, nous avons analysé plusieurs indicateurs en limitant la période d'analyse au sol de période de vidange. C'est là afin d'éviter les variations de concentration par dilution durant la période de remplissage. Donc, tout d'abord, la saturation en oxygène tissu, SDO, comme indicateur d'équilibre entre photosynthèse et respiration. Ici, nous montrons la relation entre SDO et le V-ratio. Le V-ratio représente le volume au jour de prélèvement et le volume maximum dans le réservoir. Nous avons trouvé que la production primaire dans les réservoirs est généralement élevée lorsque les réservoirs sont pleins, alors que la respiration dans les réservoirs est généralement observée lorsque les réservoirs sont peu profonds. La concentration en CH4 des 3 réservoirs est plus élevée lorsque le réservoir est plein, car le niveau d'eau plus profond a tendance à rendre les sédiments du réservoir anaérobie, ce qui favorise la production de CH4. De plus, la production primaire élevée lorsque les réservoirs sont pleins fournit également suffisamment de matière organique pour la production de CH4 par méthanogenèse. Pour les concentrations de CO2, nous avons trouvé que les concentrations de CO2 sont généralement sont négativement liées au SDO dans les réservoirs, indiquant que l'équilibre entre la production primaire et la respiration joue un rôle important dans la régulation des concentrations de CO2. Et de plus, nous avons également trouvé une relation positive entre CO2 et silice dissoute pendant la période de vidange. Les augmentations de la concentration de silice dissoute ont été causées par la décomposition de la silice biogénique dans la matière organique, donc augmentant ainsi la concentration de CO2. Et dans les réservoirs du N2O semble être produit lors de processus dénitrification et la nitrification. Nous avons déjà été montré que les 3 réservoirs présentent une forte capacité
d'élimination des nitrates par dénitrification dans une étude précédente. Cependant, nous n'avons pas observé des concentrations de plus élevées de N2O lors de nos mesures sur le terrain. De plus, nous avons calculé les flux de GES dans les 3 réservoirs. Donc, en termes de flux moyen, 3 réservoirs sont de sources nettes de CH4 et CO2. Le réservoir de la Seine le réservoir de la Seine est également une source de N2O, tandis que les autres réservoirs apparaissent comme des puits de N2O. Comparé au flux moyen de GES reporté dans la littérature à l'échelle mondiale, les flux de CH4 dans 3 réservoirs sont bien inférieurs à la valeur moyenne. Et le flux de CO2 et de N2O sont légèrement inférieurs à la valeur moyenne. Et enfin, nous présentons une comparaison des émissions de GES des 3 réservoirs en équivalent CO2. Les émissions de CO2 et de CH4 sont les principales formes d'émissions de GES dans les 3 réservoirs de Champagne. Et les émissions de N2O des réservoirs sont très faibles. Donc, les 3 réservoirs de Champagne sont les faibles sources de GES de eau de surface comparées à l'échelle mondiale. Merci pour votre attention. Est-ce qu'il y a une question? Oui, merci de cette présentation. Une question sur l'impact qu'on peut tirer sur le climat de ces émissions de CO2 et de méthane. Sur le CO2, j'imagine qu'il est beaucoup d'ordre biogénique. Donc, ce que je veux dire par là, c'est quand on voit un camembert comme ça, on se dit un lac réservoir ou une masse d'eau, une zone humide, contribue au réchauffement climatique, même si c'est moins que les moyennes mondiales. Donc, quel lien on fait entre ces graphiques-là et les conclusions qu'on en tire sur le changement climatique? Comment on passe d'un bilan d'émissions comme ça au changement climatique? Je prends juste le temps de traduire. According to your last slide, showing the diagram with the CO2 emission and NGS, what can be the conclusion to be taken with respect to the... Je profite de ce petit moment pour vous dire qu'il y a une fiche qui est sortie du Pirate 7 sur le bilan des gaz à effet de serre dans le bassin, qui est disponible à l'entrée, et qui précise que dans tout le bassin de la Seine, si je ne dis pas de bêtises, Josette, c'est 2% qui est d'émissions de l'IBU. Okay. C'est très faible par rapport au reste des émissions. Voilà. Transport, agriculture, chauffage, industrie, etc. Bon, le système hydrographique contribue pour 2% des gaz à effet de serre. Thanks for your question. So maintenant en anglais. Okay, the climate change is a very big question, and the greenhouse gas emission from reservoir as an important component for the contribution of the greenhouse gas budget at the global scale. But in our 3 reservoirs in the Seine basin, we can conclude that the greenhouse gas emission from the surface water are very small compared, smaller than the medium, than the average value of the global result. Yeah, so the contribution of the 3 reservoirs to climate change, so it's also small, but the reservoirs in the tropical climate zone contribute much more greenhouse gas emission to the atmosphere. Yeah. Thank you. S'il n'y a pas d'autres questions en direct sur cette question particulière des GES dans les
bassin-réservoir. On va passer à la partie de questions sur toute la session. Je ne sais pas si Marie-Hélène Mergue est... Ouais, on demande aux orateurs de revenir. C'est peut-être plus pratique si jamais ils doivent être interpellés directement pour des questions générales. Et comme j'avais empêché Michel de poser sa question juste après la présentation de Marie-Hélène Mergue, je vais lui rendre la parole. Je suis sûr qu'il pourra faire une grande mise en contexte de la session. Non, c'est une petite remarque sur la Mauldre. Quand on sait qu'une des sources importantes de la Mauldre, c'est la station d'épuration de Versailles, on peut s'étonner pourquoi vous l'avez pris comme test pour la remontée des salmonidés, parce que a priori, c'était quasiment mission impossible. Il aurait peut-être mieux fallu tester une autre rivière dont la qualité était certaine. Oui, alors on a testé bien sûr d'autres affluents. On a testé l'Austrebert, on a testé l'Eure, l'Andelle, et on voulait aussi tester la Mauldre, justement, parce que c'est un bassin versant qui est intéressant et sur lequel on a déjà fait pas mal d'études. Et donc, effectivement, on voulait effectivement voir quelle était la potentialité d'accueil pour ces salmonidés migrateurs, parce que aussi, sur la Mauldre, c'est un cours d'eau quand même à enjeu migrateur, dans la mesure où il y a quand même des communautés de forte densité d'anguilles. Donc voilà, ça reste quand même un cours d'eau à enjeu migrateur fort. Mais effectivement, au niveau de la qualité de l'eau, oui. Je comprends votre question. Alors, est-ce qu'on a une question, du coup, maintenant un peu plus générale ou d'ailleurs plus précise? On peut revenir à l'intérieur des présentations si vous le souhaitez, cette session justement consacrée à l'impact des extrêmes hydroclimatiques. Je sais qu'il est tard, mais n'hésitez pas à vous lancer. Peut-être pour combler un petit peu, il y a une question par là-bas, mais dans le même temps, j'avais moi une interrogation personnelle sur cette modélisation coût cumulé, parce que j'ai aucune idée du temps moyen de trajet d'un migrateur vers sa frayère, et je me demandais si les modèles que vous développez, de continuité et de coût cumulé, permettent pour les frayères qui restent accessibles, d'estimer finalement le temps perdu ou le temps passé en plus pour rejoindre son but objectif son but final de migration. Est-ce que c'est des choses que vous calculez aussi? Alors non, on n'a pas intégré le temps vraiment dans notre modélisation. Par contre, dans le cadre du projet Consacre, des suivis télémétriques ont été réalisés sur des petits et grands migrateurs, dont la Grande Alose, et donc en 2020 et 2021. Et donc nous sommes en train d'exploiter actuellement les données pour justement essayer de quantifier ces retards à la migration liés notamment aux grands ouvrages sur la Seine. Mais effectivement, c'est quelque chose qu'on n'a pas directement intégré dans notre modélisation. Bruno Tassin du Lésu. J'avais une question là, par rapport à votre travail de modélisation des températures. Est-ce que vous pensez à l'avenir aussi inclure les effets sur le débit des évolutions à l'horizon 2100 ou qu'est-ce qu'on peut en intuiter? Et puis aussi en couplage avec le travail là, sur la migration des poissons, qu'est-ce qu'on peut anticiper en termes d'évolution de ce potentiel de migration en liaison avec l'évolution des températures? Alors pour les débits sur la Seine, on est vraiment dans la Seine dans Paris. On a fait des tests en fait, et c'est pas très sensible au débit de la Seine. Parce que la Seine est vraiment dans des conditions particulières. Hein. C'est une rivière d'ordre Strahler 6. Et donc ça a été prouvé que pour ces rivières-là, en fait, l'impact, c'est vraiment la température de l'air qui est plus importante. Donc on a quand même été un peu têtu. On a testé aussi l'impact de l'évapotranspiration, de l'ensoleillement et de la vitesse du vent, ainsi que l'humidité de l'air, en fait. Et ces facteurs ont vraiment très peu d'importance. Donc dans Paris, si les conditions parisiennes ne changent pas actuellement avec les écluses et les barrages, en fait, la température de l'air sera vraiment dépendante de la température,
la température de l'eau sera dépendante de la température de l'air. Par contre, on va tester maintenant ces algorithmes aussi sur d'autres stations. On ne l'a pas encore fait. Je sais par contre, j'ai testé sur des têtes de bassin. Sur les têtes de bassin, ça ne marche pas du tout, parce que les têtes de bassin sont beaucoup plus dépendantes de l'ombrage et aussi des apports de souterrain. Donc tout ce qui est petite rivière, tête de bassin, on ne peut pas appliquer directement ces modèles qui sont vraiment liés à la température de l'air. Il faut ajouter tous les autres facteurs et comme vous le dites, les débits de rivière ont un impact non négligeable. En fait, ce qui est important là-dedans, pour les régimes hydrauliques, c'est la hauteur de l'eau, finalement, l'épaisseur. Et cette épaisseur ne bouge pas beaucoup pour la Seine et les cours d'eau navigables, parce qu'il y a des barrages qui régulent la navigation. En plus, ces barrages homogénéisent l'eau en surface. Et en plus, la Seine a la particularité d'avoir des îles. Donc toute cette eau est parfaitement mélangée. Donc on s'aperçoit que même si on fait des mesures un petit peu partout à l'aide de bateaux, on s'aperçoit que l'eau est très mélangée. Donc en fait, les petits cours d'eau, il y a aussi le facteur effectivement débit qui peut intervenir, mais c'est plus le niveau d'eau, les ensoleillements, et qui peut jouer un rôle. Voilà. Je veux juste dire, je m'attendais à cette question, mais en fait, je ne l'ai pas eue. Mais en fait, c'est l'air qui réchauffe la Seine et les grands cours d'eau. Ce ne sont pas les rejets, même s'il y a des rejets chauds, ils sont vite dissipés. Et donc nous, on a fait des modèles thermiques de rejet. Et on s'aperçoit que c'est vrai que ça a un impact, mais sur quelques centaines de mètres. Et qu'après quelques centaines de mètres, ça s'efface, quoi. Ça s'efface complètement. Voilà ce que je voulais juste rajouter. Pour les poissons ? Sur les poissons, du coup, intégrer... Sur les poissons, effectivement, ça serait plutôt, je dirais, oui, la hauteur d'eau sur les petits cours d'eau qui serait intéressante à prendre en compte. C'est un petit peu la question que j'avais posée dans ma présentation sur l'évolution de la franchissabilité des ouvrages en fonction justement des évolutions de hauteur d'eau. Et donc, plutôt dans ce sens, oui. En fait, les têtes de bassin sont vraiment les rivières ou les bassins versants qui vont avoir des conséquences qui sont plus difficiles à prédire, puisqu'en effet, tous les impacts, que ce soit la végétation, l'ombrage, ont vraiment des impacts sur le fonctionnement hydrologique comme thermique des rivières et du bassin en son ensemble, plus que les grands axes. Oui, à propos des poissons, je travaille encore dans un service qui est la police de l'eau qui s'occupe aussi des passes à poissons. Et effectivement, il y a beaucoup de passes à poissons qui ne sont pas conformes. Et puis il y a un autre facteur qu'il ne faut pas oublier, c'est que les barrages de navigation réoxygènent la Seine. Et l'amont est parfois faiblement oxygéné, alors que l'aval, il est très bien oxygéné. Donc il y a une rupture entre l'amont et l'aval. Et d'ailleurs, il ne faut pas oublier aussi une chose, c'est que dans ce contexte de production électrique, presque tous les barrages vont être équipés de microcentrales électriques. Bon, c'est le cas de Pose et Notre-Dame de la Garenne et de Méricourt, mais il y aura aussi des microcentrales électriques plus en amont, à Bougival, à Alfortville, à Denouval. Et donc, toutes ces microcentrales électriques, on a exigé, ces nouvelles centrales électriques, on a exigé l'arrêt de ces centrales lorsque le taux d'oxygène est inférieur à 6 mg. Ce qui arrive quand même assez souvent, notamment à Bougival. Voilà. Oui, j'avais une petite interrogation par rapport aux températures. Je suis un peu surpris de ce que tu dis sur les rejets, William. Comment vous interprétez le fait que la température de l'eau en Seine-et-Marne soit de 1 degré supérieure à la température moyenne de l'air sur vos graphes? Alors, effectivement, la température de l'air est plus faible que la température de la Marne. Alors la Marne
et la Seine sont historiquement, la Marne était plus fraîche que la Seine. Bon, c'est toujours un peu le cas parce que tout dépend où on fait la mesure. La mesure en Paris Petite Couronne, située donc dans l'îlot de chaleur urbain, la température est plus forte que dès qu'on sort un peu de cette zone Paris Petite Couronne. Dès qu'on est en Île-de-France, la température de l'air est automatiquement plus fraîche, de 3 degrés à peu près. Hein. Ce n'est pas négligeable. Hein. Et ça va s'accentuer avec le réchauffement climatique puisqu'on a des comparaisons. Donc concernant la Marne, effectivement, la Marne est un peu plus fraîche. Elle est encore plus fraîche parce que, bon, on ne vous a pas tout présenté. Hein, Agnès l'a souligné, on va essayer d'autres stations. Mais j'ai des stations maintenant à Annette-sur-Marne, on voit qu'elle est beaucoup plus fraîche encore qu'à Neuilly, que même à Créteil, puisqu'il y a une station aussi que j'ai pu avoir à un moment donné. Donc c'est lié à la température de l'air qui est un peu différente. Concernant les rejets, effectivement, si, les rejets ont un impact, mais très localisé. J'ai des cartes, j'ai des études qui ont été faites, notamment à la Défense, où il y a des gros rejets thermiques. Et on s'aperçoit qu'effectivement, ça peut être important, mais c'est vite dissipé. Sur une centaine de mètres, on ne voit plus rien. Et c'est ce qu'on trouve aussi à l'aide de modèles. Bon, nous, on a utilisé Télémac, mais ça donne une information tout à fait comparable. Ces gros rejets représentent quelle proportion de débit? C'est 1%, 10% Alors là, je ne peux pas te dire comme ça. Il faudrait que je regarde les études, mais en fait, c'est des contrôles de police de l'eau. Hein. On exige ce genre de contrôle. Mais c'est peut-être 5 à 10%, effectivement. Mais les rejets, en fait, bon, soyons honnêtes, la question n'est pas posée là, mais c'est la centrale de Nogent qui réchauffe le plus la Seine à l'amont. Mais bon, tout en respectant les arrêtés. Ça, j'ai regardé ça de façon très fine, entre l'amont et l'aval. Mais c'est vrai que ça serait intéressant d'avoir une mesure plus en aval pour voir jusqu'où arrive l'impact de cette centrale. Par contre, ce qu'on voit très bien, on voit très bien, d'ailleurs Pierre Perron me l'a dit tout à l'heure, c'est que la température à Morsan, par exemple, elle est plus fraîche qu'elle n'est au PEC ou plus dans cet îlot de chaleur, l'îlot de la Petite Couronne. Et finalement, on s'aperçoit très bien qu'il y a un lien entre température d'air et eau qui est très poussé. Très poussé parce que toutes les études l'ont montré jusqu'à présent. Ça va dans le même sens. Les rentes centralaires, comme a indiqué Agnès tout à l'heure, au-delà de 6, c'est l'air. Florentine Amoirtard et puis Aurélien Beaufort ont fait des études là-dessus qui montrent très, très clairement. Pour les petits cours d'eau, ça c'est plus compliqué parce qu'effectivement, il y a d'autres facteurs. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, j'ai débordé un peu. Désolé. Sabine Aborel, agence de l'eau Seine-Normandie. Je suis à la direction territoriale Vallée de Marne, donc qui est à Châlons-en-Champagne. Moi, j'avais plusieurs questions. Une première très générale, en cours de l'après-midi, vous avez évoqué pas mal de modèles, Weaver Strahler, Mars, etc. Je me demandais si c'était des modèles qui étaient en open source et si les bureaux d'études pouvaient les utiliser. Et ensuite, les autres questions, elles portaient plus sur l'étude des gaz à effet de serre, donc des lacs de Champagne. Donc si j'ai bien vu, le lac d'Orient avait l'air de produire plus de gaz à effet de serre que les deux autres lacs. Donc je me demandais s'il y avait une explication par rapport aux caractéristiques ou pas du lac, de ce lac. J'ai pas fait attention d'ailleurs si les résultats ils étaient ramenés à une surface ou à une profondeur de ces lacs. Et puis donc, ensuite, l'autre question, c'était de savoir si ces résultats pouvaient être extrapolés à d'autres surfaces en eau, des étangs ou des lacs de plus petite taille, pour essayer d'apprécier et estimer les productions de gaz à effet de serre. Merci.
traduction en temps réel. C'est Jeanne. Le temps que la traduction se fasse, je vais peut-être apporter quelques précisions sur la première partie de la question en ce qui concerne les modèles. Alors, sur la plateforme Pyrène qui a été présentée par Nicolas Gallois, il y avait effectivement un éventail de modèles qui ont fait l'objet de couplage. Pour les nommer, Kawax, maintenant avec des forçages multiples, et Peanuts River Strahler. Ce ne sont pas des modèles qui actuellement sont open source. Au sens propre du terme. Néanmoins, il faut savoir que parmi les modèles qui ont été présentés, notamment encore là pour les travaux sur les poissons, il y a le modèle PROSE qui dispose en son cœur d'un modèle biogéochimique qui arrive, et dans le modèle Peanuts River Strahler, il y a également un cœur biogéochimique qui est le modèle RIVE. Et sur ce modèle-là, on a tout un travail qui est en cours au Pyrène d'unification des versions de ce code RIVE, qui a très bien avancé, et sur lequel on est en train de mettre en place une plateforme de versionnement à laquelle des utilisateurs pourront, s'ils le souhaitent, collaborer, se faire connaître, avoir des accès en tant que membres à part entière de l'équipe de développement, et donc pourront prendre part au développement du modèle RIVE. Donc en ce qui concerne le cœur biogéochimique de ces modèles, il y a une mise en place d'ouverture des codes qui est en cours. Pour les applicatifs qui intègrent ces modèles tels que Peanuts River Strahler ou encore PROSE, ce n'est pas encore tout à fait prêt. Voilà, en ce qui concerne la première partie de la question. Et Qingchen, you're okay for... Okay, for the first question is why the differences of greenhouse gas emission from the three reservoirs, right? Yeah, and why the Orion Lake is emitting more than the other? Yes. So we also considered, we also noticed these patterns because the Orion Lake showed higher greenhouse gas emission rates, especially for CH4 et CO2. We consider that the possible explanation is the eutrophic status of the Lake Orion is higher than the Marne and the Aube, because I remember that the Seine Reservoir was built in 1966, and the Marne is 1974, and then the Aube is younger, is 1990. So why we said that the eutrophic status in the Orion Lake is higher than the other two reservoirs? Because according to our field measurements, we observed the relative higher chlorophyll A concentrations in Lake Orion is higher than the other two reservoirs. So one possible explanation for the high methane emission and also N2 emission is its eutrophic status. Yeah, and for the second question is modeling in the reservoir. Can we extrapolate the modeling of the reservoir to smaller stagnant system like ponds or Ah oui, c'était les valeurs d'émission. Oui, oui. Can you extrapolate the emission value that you find for the 3 reservoirs of Champagne to a smaller aquatic system, stagnant system? For me, from my objective, I think that the greenhouse gas emission or greenhouse gas fluxes showed very high variation. It's case by case, and mean that the hydrological characteristics and also the nutrient concentration, the differences between the multiple biochemical process, it's different. So it's hard to say to extrapolate our result to other small ponds, but the previous result showed that the small ponds showed even higher greenhouse gas emission rate than the larger one. Yeah.
petit complément à ton intervention, Vincent. On n'a jamais été aussi près d'ouvrir les codes Kawax et Prose. Ça devrait intervenir au début d'année 2022. Merci. Je reviens à la modélisation des poissons migrateurs. Une question de compréhension. J'ai compris qu'il y a différents paramètres qui sont pris en compte. Est-ce que les effets cumulés sont pris en compte? Autrement dit, une fois qu'on est mort, qu'on soit mort 3 fois ou qu'on soit mort une fois, ça change peut-être plus grand-chose. Donc, est-ce que vous pouvez m'éclairer sur ce... Est-ce que je suis clair déjà sur ma question? S'il y a déjà un facteur limitant qui est l'oxygène, à quoi ça sert de regarder le non-franchissement d'un barrage ou... Oui, alors on a pris en compte les effets cumulés. Alors là, c'est vrai que dans les exemples que j'ai montrés, c'était les variables prises une à une, indépendantes l'une de l'autre. Mais effectivement, dans notre modélisation, c'était ce qu'on appelait ces fameuses cartes de coûts cumulés, où on attribue des coefficients de résistance ou des coûts de migration à chacune d'entre elles. Et après, c'est comme si on venait superposer en fait toutes ces couches de coûts de variables. Et effectivement, après, quand on les regarde, quand on trace la carte, on voit effectivement s'il y a un premier facteur qui est limitant, eh bien, on a une rupture de la continuité écologique à ce moment-là, qui est liée soit à un ouvrage, soit à une condition d'oxygène défavorable. Voilà, si c'était ça votre question. Oui, mais alors du coup, est-ce que le coût cumulé, il y a un seuil au-delà duquel... Parce qu'on a l'impression que ça pourrait être purement linéaire ou pas, donc est-ce qu'il y a un seuil où on dit que ça coûte trop cher? Alors oui, on a fixé un seuil. Alors ce qui sort de notre, je voulais peut-être pas montrer ici, mais ce qui sort en fait de notre modèle de continuité écologique, ce sont des distances fonctionnelles. Donc ce ne sont pas des distances hydrographiques, mais ça va être des distances fonctionnelles qui vont prendre en compte à la fois la distance hydrographique, mais aussi le coût de la migration. Et donc on a fixé des seuils qui sont basés en fait sur les connaissances qu'on a de distance maximale parcourue par ces espèces historiquement. Donc c'est ce qu'on a en ce moment à l'heure actuelle pour fixer ce genre de seuil. Je me demandais quelle était la concentration en N2O critique pour les poissons. Alors, NO2, oui. Ça va dépendre des espèces. Oui. Pour les salmonidés migrateurs, c'est entre, il me semble, déjà à partir de 0,3 mg par litre donc de NO2. Ça devient déjà contraignant pour des espèces comme les salmonidés. C'est beaucoup, hein. J'espère qu'on ne trouve pas ça dans la Seine. Ben... Oui, on peut trouver ça dans les... Oui, c'est ça, dans les stations du SIAP, dans les eaux usées. Mais normalement, le NO2, c'est un produit intermédiaire des processus à la fois de nitrification et de dénitrification. Donc, quand on trouve du NO2, c'est que le milieu ne fonctionne pas bien, quoi. Donc, voilà. Donc, effectivement, pour la Mauldre, qui visiblement est une rivière très impactée par les effluents de stations d'épuration. Voilà, c'est... Hein? Okay. Je ne sais pas si tu veux compléter. Mais enfin, 0,3, j'espère que c'est quand même rare de trouver 0,3. Dans 0,3 mg N ou NO2? Non, NO2. Ah. Sur la Mauldre et sur le Rue-de-Galie en particulier. Donc, par rapport à ce que disait Michel Mébec, il y a une station d'épuration très performante qui est en fonctionnement maintenant. Donc, une grande partie des problèmes de pollution du Rue-de-Galie ont été résolus. Enfin, je l'espère, mais comme c'est une station d'épuration en membrane, je pense que ça doit aller beaucoup mieux. Mais il y a d'autres stations d'épuration sur le bassin versant.
Pour rassurer tout le monde sur le NO2, enfin, c'est pas vraiment rassurant. En fait, on a un niveau moyen à l'aval de Seine aval de 0,2 mg de N par litre. Donc il y a un enjeu nitrite important. Donc Jean-Pierre Tabuchy du SIAB, donc la station de Seine-Aval, le procédé de traitement qui est en œuvre produit effectivement du NO2. Et donc du coup, ça nous conduit à avoir une Seine en aval de l'agglomération parisienne qui dépasse les limites du bon état. Et aujourd'hui, on est en train de prendre toutes les mesures correctives pour essayer de réduire les rejets de NO2 pour atteindre les valeurs du bon état qui sont de 0,3 mg par litre de NO2, si ma mémoire est bonne. Y a-t-il d'autres questions sur cette session avant la clôture de la journée? Non? Eh bien alors je vais... tu as un mot de la fin pour cette session ou c'est bon? Eh bien alors on va remercier les intervenants de cette session. Bravo à Yann Xingen pour sa première présentation en français. Congratulations for your first presentation in French.